Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui nous touche tous aujourd'hui en particulier, qui est celui de l'ombre et de la lumière. Ou plus exactement de comment il est possible de se donner les moyens de transformer l'ombre en lumière. Cette ombre, c'est quoi? Ça peut être cette angoisse existentielle qu'on peut avoir lorsque on est dans l'isolement, lorsqu'on est dans la coupure relationnelle, lorsqu'on est dans la coupure des habitudes qu'on a pu avoir et qui comblaient cette existence. Ça peut être aussi la perte de sens, la perte de repères, la perte de l'ego, qui se donnait de l'importance au travers de l'existence des autres, des appels, des coups de fil, de l'agenda qui est rempli, de la course, après ceci, après cela. Quand tout est arrêté, quand tout est réduit à l'essentiel, à la nécessité, ça nous amène aussi à nous recentrer. Et ça nous amène en même temps à mettre à jour toutes les ombres qui finalement nous empêchaient d'être dans notre centre. Transformer ces ombres, transformer son ombre, c'est probablement le plus grand défi qu'on peut avoir, que chaque être humain a. Nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne, on n'a pas tous les mêmes ombres, on n'a pas tous les mêmes peurs, on n'a pas tous les mêmes angoisses, les mêmes façons d'exprimer ces angoisses. Pour autant, on a tous ce même défi, qui est de faire face à notre propre ombre et de la transformer. Et ce qu'il y a derrière cette ombre, c'est un joyau inestimable. Encore faut-il, évidemment, passer par les étapes de cette transformation pour y arriver. Le joyau n'est pas visible, il est bien enterré, sous des couches et des couches de profondeur de terre qui parfois se sont solidifiées, se sont amalgamées et qu'il va pourtant falloir aller regarder, déterrer, creuser pour finalement trouver ce qui va rayonner et ce qui va finalement nous permettre de trouver non seulement notre sens mais aussi l'essence. Vous connaissez peut-être l'histoire de ce conte zen qui a été rapporté par Lao Tzu et qui finalement illustre très bien le yin et le yang, c'est-à-dire que dans le noir il y a toujours du blanc et dans le blanc il y a toujours du noir. Ou autrement dit, dans nos sagesses populaires, en tout mal il y a toujours un bien. C'est l'histoire d'un pauvre paysan chinois qui a avec son fils un magnifique cheval blanc. Et ils font les récoltes avec ce cheval blanc et tout le monde est un peu jaloux de ce cheval parce qu'il est beau et parce qu'il est fort. Et un jour, son cheval disparaît de l'écurie. Tout le monde pense que son cheval a été volé parce qu'il suscitait évidemment la jalousie de tout le monde. Et les voisins viennent lui dire « Oui, tu vois, tu n'as pas de chance. Comment vas-tu faire pour avoir des récoltes? Comment vas-tu faire pour pouvoir récolter cette année ?» Et le paysan lui dit tout simplement « Écoute, je ne sais pas, mais nous continuerons. » Et donc il continue avec son fils, tous les deux, à faire les récoltes. Et puis quelques jours plus tard, une quinzaine de jours plus tard, le cheval revient, accompagné de 12 chevaux sauvages. Et le fils commence à dresser ses chevaux. Et en dressant ses chevaux, il fait une chute et se casse la jambe. Et là, son voisin revient et lui dit « Comment vas-tu faire pour récolter? Tu n'as vraiment pas de chance. » Et le vieux sage lui dit « Nous verrons. Il est vrai que mon fils a perdu l'usage de sa jambe momentanément, mais qui dit ce que cela nous apportera? Nous verrons. » Quelque temps plus tard, la guerre éclata, et tous les jeunes hommes en bonne santé furent réquisitionnés. Et le fils de ce voisin aussi. Mais pas le fils de ce vieux paysan dont la jambe était cassée. Est-ce bien, est-ce mal? Quelle est finalement la leçon de ce conte? En tout cas, ce que nous enseigne ce paysan, c'est que, d'une part, il avait la croyance ferme que la vie nous veut le meilleur. D'autre part, qu'en tout mal se cache un bien, ou qu'en toute ombre se cache une lumière. Également que la vie est un processus vivant, qui a une intelligence qui nous dépasse de loin, et que nous, qui sommes dans un monde mental, où nous pensons, où souhaitons tout contrôler, plutôt le mental souhaite tout contrôler, en fait, il y a tellement de choses qui peuvent nous échapper et qui nous échappent,
que la réalité du vivant est vastement et grandement plus intelligente que nous le sommes. D'ailleurs, c'est une chose qu'on voit lors de sessions d'intelligence collective où plusieurs personnes se réunissent pour pouvoir travailler sur un sujet. Nous sommes plus intelligents à plusieurs que tout seuls. Il en va de même pour le processus du vivant, qui est créateur, qui est créatif. Et puis, il y a un autre élément également dans ce conte, c'est que ce paysan, cet homme, avait un ancrage et une foi intérieure qui lui donnait une force, une stabilité intérieure, si bien qu'il n'était pas du tout sensible au jugement des autres au regard de sa propre situation. Et il n'était donc pas perturbé, donc pas décentré par leur peur, par leur avidité, par leur désir, par leur façon de voir le monde. Notre monde est essentiellement un monde mental, dans lequel nous définissons les individus avec des rôles, des fonctions, des compétences, des habilités. Et tout cela est bien. Pour autant, nous ne sommes pas que cela. Nous sommes aussi des êtres vivants avec un corps, avec une âme, avec un cœur. Et ce corps a sa propre intelligence. Le fait est que c'est bien votre corps qui vous dit quand vous avez envie d'aller manger, plutôt, c'est bien votre corps qui vous dit quand vous avez faim, quand vous avez besoin de dormir, quand vous avez besoin d'aller aux toilettes. Ce n'est pas votre mental, c'est bien votre corps qui vous envoie ce message. Le mental est rempli de représentations qui sont liées à nos mémoires et au processus de généralisation, de sélection, de distorsion de l'information. Dans ce mental, nous avons l'image du bon moi et l'image du mauvais moi. Et nous nous jugeons de la même manière que nous jugeons les autres, que nous jugeons les situations. D'une façon générale, nous n'avons pas vraiment envie d'aller voir le mauvais moi et nous préférons montrer ce bon moi, cette image lumineuse, jolie, agréable, souriante, paisible, sympa. Et puis lorsque c'est le mauvais moi qui vient, alors soit nous l'évitons, soit nous le rejetons, soit nous le dénions en disant finalement non, c'est à cause de la situation, c'est à cause des autres, c'est à cause de ceci, etc. Nous ne prenons pas de responsabilité, nous n'assumons pas ce mauvais moi. Et nous ne le reconnaissons pas, nous ne l'acceptons pas. En fait, en faisant cela, nous opposons le bien et le mal, nous opposons le bon et le mauvais qui est en nous. Cependant, lorsque nous opposons le bon moi et le mauvais moi, nous opposons des parties en nous. Et nous créons la séparation en nous, le morcellement, au lieu de créer l'unité pourtant que nous recherchons. En fait, notre part de lumière est celle que nous voudrions faire briller tout le temps, et notre part d'ombre est notre plus grand obstacle, notre défi. Celui qu'il nous appartient de surmonter pour pouvoir transformer cette ombre et être des êtres complets. Alors nous allons voir comment pouvez-vous embrasser cette ombre, comment aller creuser ces strates de couches de terre qui nous empêchent, qui vous empêchent d'aller trouver ce joyau à l'intérieur de vous. Je dirais que c'est un processus en 3 étapes. La première étape, c'est d'accepter cette ombre. C'est d'accepter de la reconnaître, c'est d'accepter qu'elle existe, qu'elle fait partie de vous, que c'est une partie de vous. Et d'accepter d'aller à sa rencontre. De dire oui, j'ai ma part d'ombre, oui, j'ai ma part de responsabilité. Et je suis d'accord pour l'assumer. Parce que tant que vous êtes dans le rejet ou le déni, ou la déresponsabilisation, rien ne se passera. Et vous continuerez le même scénario que vous avez fait pendant des lustres, pendant des vies peut-être. Entrer dans cette étape-là, ça suppose une qualité fondamentale, qui est celle de l'humilité. Humilité, ça vient du mot humus, qui est la terre. Et ça nous ramène, encore une fois, à la terre, à cette matière dense, sombre, obscure, parfois qui peut susciter la peur, l'angoisse, en même temps qui est
source de fertilité, de générosité, de protection. Alors je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir rencontrer cet ombre. Ces astuces reposent sur le fait d'être à l'écoute de ce qui se passe dans l'ici et maintenant. C'est-à-dire d'observer ce que vous vivez et comment vous réagissez à ce que vous vivez. Par exemple, si dans une situation vous vous rendez compte que vous cherchez le besoin de reconnaissance, l'approbation, vous pouvez vous dire que là, c'est l'ego qui vous montre une voie et que là derrière se cache une ombre. Et derrière cette ombre, un trésor. Si par exemple, il y a des sujets tabous que vous voulez éviter absolument, c'est des choses dont vous ne voulez pas parler, dont on ne parle jamais dans la famille, dans ce cas-là, vous pouvez être sûr qu'il y a une ombre derrière, mais aussi ce trésor. Certains cherchent à être flattés, d'autres à être craints, certains cherchent à donner une bonne image, parfois vous avez le sentiment d'être supérieur ou inférieur aux autres. Tout cela, ce sont des indicateurs qui vont vous permettre d'aller identifier vos ombres. La deuxième étape, c'est d'explorer cette ombre sans la juger, d'explorer son énergie, de ressentir dans votre corps ce qui se passe, le mouvement que ça crée, d'observer les émotions qui remontent avec ça. Et la troisième étape, ça va être d'entamer le dialogue avec cette ombre, de danser ce dialogue, d'écrire ce dialogue, de jouer ce dialogue, de chanter, de crier, de transformer finalement et surtout de faire exprimer cette ombre qui n'a jamais pu être exprimée. Et c'est justement parce qu'elle a été exclue, parce qu'elle n'a pas pu être exprimée, qu'elle s'est densifiée, opacifiée et est devenue de plus en plus sombre. Alors je vous invite, si vous en avez envie, à expérimenter cela, à vous donner les moyens de le faire. Si par exemple ce que vous préférez faire c'est dessiner, eh bien lorsqu'il y a une émotion de tension ou une peur ou peut-être même une montée de boulimie qui peut monter, au lieu de réagir à ça par le conditionnement que vous aviez, essayez d'ouvrir la porte du dialogue et de rentrer dans ce chemin de la transformation. En entrant sur ce chemin, c'est vous que vous allez trouver. Et c'est vous que vous allez rassembler au travers des différents morceaux dont vous êtes responsable. Alors je vous souhaite un bon processus d'intégration et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Florence Louis pour Réussite Transition.